C'est vraiment trop cool ce statut de freelance. Je reviens de la plage, j'ai passé une trop bonne journée. Ah, je vais pouvoir me mettre à bosser tranquillou bilou quoi. Ah, et bah ça, on a voulu vous faire une petite blague, mais c'est bien sûr pas la réalité des freelance for good. Ça, c'est un peu le mythe, c'est ce qu'on pense que tout freelance va être quand il va se lancer. Mais effectivement, la réalité du freelance est bien différente. D'ailleurs, selon une étude de Malte et BGC Consulting qui est parue en 2020, effectivement, le statut de freelance est choisi pour la notion de liberté, d'autonomie, la satisfaction aussi du niveau de salaire, la liberté dans le choix des clients et dans la gestion de son temps, effectivement. Mais en tant que freelance, il faut aussi composer avec la peur de ne pas trouver de clients, la fluctuation des revenus aussi, le manque d'avantages par rapport au salariat, je pense notamment au CE, aux mutuelles, aux congés payés, et aussi le sentiment de solitude et la peur de l'isolement. Donc voilà, être freelance, c'est bien tout autre. Et finalement, être freelance, je trouve qu'on le dit pas assez, c'est être entrepreneur. Effectivement, en tant qu'auto-entrepreneur, solo-entrepreneur, vous êtes entrepreneur. Il faut pas oublier cette partie-là. Et donc, être entrepreneur, c'est réfléchir à ce qu'on a envie de faire, définir un cap, définir sa cible. Et c'est d'autant plus le cas dans l'impact parce que justement, on va encore plus essayer de définir sa cible et de comprendre les besoins. Et donc, l'idée vraiment en tant que freelance, quand on se lance, c'est de bien garder en tête que vous êtes entrepreneur et qu'il va falloir, entrepreneur d'ailleurs et entrepreneuse, et qu'il va falloir être proactif. Proactif dans votre démarche, c'est-à-dire aller vers votre cible pour comprendre ses besoins, pour savoir comment vous pouvez travailler avec eux et aussi vous faire connaître. En gros, si tu penses que tu vas te mettre sur une plateforme et que tu vas faire la danse de la pluie pour essayer d'avoir des missions, eh ben écoute, je pense que ça suffira pas. En tout cas, si c'est le cas, tu as beaucoup de chance, mais pour la plupart, il faut quand même être dans une démarche proactive pour avoir une activité qui est stable et rentable. Et donc du coup, dans cette vidéo et dans ce dossier du mois, on va vous proposer quelques conseils pour justement développer votre activité, être proactif et être de vrais entrepreneurs et entrepreneuses. Du coup, pour définir ton cap, on va te proposer de définir ton why et ton how. Donc le why, c'est pourquoi en anglais et le how, c'est le comment. Pour le why, l'idée, c'est vraiment de faire un travail d'introspection, de réfléchir à ce que tu as envie de faire. Pour les entreprises, ça va par exemple être leur raison d'être, mais c'est vraiment réfléchir à voilà, qu'est-ce qui, toi, t'anime, qu'est-ce que tu as envie de faire et qu'est-ce qui pourrait te définir et qu'est-ce qui pourrait faire ton objectif, justement. Pour définir le why, on peut te proposer dans un premier temps de regarder les valeurs qui t'animent. Tu peux regarder du coup les valeurs notamment de Schwartz. C'est intéressant parce qu'il y a aussi une matrice qui explique que certaines valeurs peuvent être un peu antinomiques et tu peux avoir les deux. Et c'est peut-être pour ça que parfois on est tiraillé entre l'envie d'entreprendre mais la peur de la sécurité, de l'insécurité financière. Mais donc l'idée c'est de prendre conscience des valeurs qui sont importantes pour toi. Tu peux aussi regarder les enjeux qui t'animent, les 17 objectifs de développement durable pour savoir aussi quelle cause est importante pour toi, quels sont les enjeux qui t'animent et voir un peu ce qui en ressort de ça. La deuxième action qu'on te propose de faire, c'est regarder un peu dans ta vie ce que tu aimes faire et ce que tu as aimé faire, notamment dans ta vie professionnelle, mais pas que. On oublie souvent parfois qu'on peut aussi avoir des talents un peu cachés dans sa vie personnelle et qu'on pense pas forcément à les inclure dans sa réflexion de why et de cap dans son entreprise. Peut-être ça peut être aussi de demander par exemple à vos amis, à vos familles ce qu'ils pensent de vous et parfois il peut y avoir des choses qui peuvent ressortir et qui peuvent aussi être intéressantes dans le cadre de votre travail et de votre métier et votre statut de freelance. Donc n'hésitez pas à voilà, vous pencher et regarder ce que vous avez aimé faire, dans quoi vous êtes à l'aise et vous vous sentez bien. Et ensuite, la dernière chose qui est importante, c'est d'essayer de regarder dans quoi vous excellez. Je ne sais pas si vous connaissez cette notion de flow, mais c'est l'idée de regarder ces tâches que vous faites avec facilité, qui d'ailleurs en général quand on les fait, on est dans un état où on ne voit pas le temps passer, et c'est ce qu'on appelle cet état un peu de flow. C'est pas forcément les tâches qu'on va préférer, parfois c'est pas exactement la même chose, mais c'est vraiment les tâches où ça va tout d'un coup être très fluide et on va avoir le temps qui va passer vite et on va être dans cette espèce d'état où ça roule et il n'y a aucune difficulté dans la réalisation de cette tâche. Donc voilà, une fois que vous avez réfléchi à ces trois notions, l'idée c'est d'essayer d'en définir une phrase qui va vous motiver, qui va être un peu le moteur que vous pourrez regarder régulièrement. En général, c'est une phrase qui n'est pas figée, hein, donc c'est une phrase qui peut vraiment évoluer, mais c'est une phrase qui peut vous permettre d'avoir un espèce d'objectif et d'avoir une espèce de cap effectivement sur ce que vous avez envie de faire sur votre why. Ensuite, la deuxième notion, c'est justement le how, donc c'est le comment vous voulez travailler en tant que freelance.
Une des premières questions qui nous semble importante, c'est la question du revenu. Et c'est pas un sujet tabou, c'est extrêmement important de monter son activité en tant que freelance et d'avoir une activité stable et durable. Attention à la précarité financière. Et donc, pour définir un peu son revenu, on peut être un peu perdu quand il s'agit de définir justement son TJM. Nous, ce qu'on vous invite à faire, parce que c'est une réflexion qu'on fait assez peu finalement, c'est de calculer votre RIB, votre revenu induit par le besoin. Donc c'est pas forcément de partir du marché, mais de partir de votre besoin. Et donc pour ça, c'est de regarder combien vous dépensez par mois, combien vous avez besoin aussi pour économiser. En tant que freelance, vous n'allez peut-être pas avoir de mutuelle, vous n'allez pas avoir de prévoyance, etc. Donc c'est combien aussi vous devez mettre de côté pour ces choses-là, voilà pour voyager, pour vos vacances. Et de partir de ça et de se dire, bah, si je transformais ce revenu induit par le besoin en TJM, en pensant bien sûr au fait que vous n'avez pas de congés payés, au fait que vous allez avoir des phases de prospection et donc des phases sans revenu, au fait que vous faites vous-même votre admin et votre facturation ou vous la déléguez, mais du coup c'est un coût, soit en temps, soit en argent, et vous allez arriver sur un TJM. Ce TJM, il est intéressant à confronter au TJM du marché, c'est important de rester aussi quand même dans un certain niveau, mais c'est important de connaître le TJM dont vous avez besoin et le TJM du marché. Et donc c'est vraiment en partant du besoin que vous pouvez trouver un TJM qui vous semble correct en prenant en compte toutes les composantes que je viens de vous énoncer. Ensuite, un des deuxièmes choses qui nous semble intéressante dans cette réflexion du HAO, c'est aussi comment vous souhaitez travailler. Est-ce que vous êtes plutôt quelqu'un qui a envie d'aller chez le client? Est-ce que vous êtes quelqu'un qui a envie de travailler de chez soi ou travailler dans un espace de coworking? Est-ce que vous êtes plutôt dans une posture de formation, de conseil ou d'opérationnel? Est-ce que vous voulez éventuellement télétravailler? Comment vous allez gérer votre emploi du temps aussi? C'est finalement, on se dit en tant que freelance, on peut gérer le temps qu'on veut, mais finalement, on se rend compte que beaucoup de gens travaillent de 9h à 18h et culpabilisent si justement ils ne font pas ces horaires-là. Donc c'est comment vous réfléchissez à quel peut être votre équilibre de vie qui est intéressante. D'ailleurs, c'est aussi réfléchir à est-ce que vous êtes plus efficace le matin ou l'après-midi. Donc mettre vos calls en fonction et vos moments justement de flow où vous devez être très concentré au moment où vous êtes le plus efficace. Donc voilà, réfléchir un peu à l'emploi du temps et à comment vous voulez travailler. Et une fois que vous avez réfléchi un peu à ce why et ce how, l'idée c'est vraiment de poser un objectif de chiffre d'affaires. C'est ce qui nous semble important. Il faut que ce soit une activité qui est stable pour vous et qui est aussi durable et rentable, c'est-à-dire qui vous convienne financièrement. Et donc, pour ça, on vous propose de définir un objectif Smarties. C'est pas les bonbons, vous connaissez peut-être les objectifs SMART, mais voilà, on a rajouté spécifiquement quelques petits trucs pour vous. Mais l'objectif Smarties, du coup, c'est un objectif qui est spécifique, c'est un objectif qui est mesurable, c'est un objectif qui est acceptable, c'est un objectif qui est réaliste, c'est un objectif qui est temporel, il faut définir une temporalité, c'est un objectif qui a de l'impact. Pensez à cette notion d'impact parce qu'on est ici pour parler de Freelance for Good. C'est aussi un objectif qui est enthousiasmant pour vous. Il faut que ce soit chouette et cool. Et c'est un objectif qui est soutenable, donc qui va vous permettre d'être sur une durabilité, une soutenabilité dans le temps. Une fois que tu as défini du coup ton why et ton how, l'idée c'est de définir ta cible. En gros, avec qui tu aimerais vraiment travailler et avec qui tu te sentirais vraiment utile dans ta démarche de Freelance for Good, des acteurs qui te semblent vraiment engagés. Pour ça, on va te proposer différentes actions. La première, c'est finalement de lister les 5 boîtes de tes rêves, un peu les 5 structures qui te font rêver, où tu te dis waouh, si je bosse avec elles, je me sentirais vraiment utile et vraiment alignée. La deuxième action qu'on te propose de faire, c'est aussi de regarder par rapport à ton expérience, est-ce qu'il y a une typologie de structure avec lesquelles tu aimes mieux travailler? Petite structure, grande structure, association, coopérative, avec des modèles de gouvernance partagés ou pas. D'ailleurs, si dans ton expérience, tu n'as pas, si dans ta carrière, on va dire, professionnelle, tu n'as pas d'expérience avec des structures de l'économie sociale et solidaire, c'est pas un souci. Tu peux aussi faire cet exercice en prenant l'hypothèse de avec quelle typologie de structure tu aimerais bien travailler. Mais note cette hypothèse-là et ensuite tu pourras justement le vérifier. Pose-toi ces questions. Est-ce que c'est plutôt des structures à but non lucratif, des structures publiques, des structures avec un modèle économique plus classique mais qui ont un objectif d'intérêt général ou un objectif d'utilité sociale ou environnementale. Voilà, essaye de trouver des typologies de structures avec lesquelles tu pourrais travailler et tu te sentirais bien de travailler avec ces structures-là. Et enfin, la troisième action, c'est de définir les causes et les enjeux qui te tiennent à cœur.
Alors pour ça, le référentiel qu'on t'invite à regarder tout de suite, c'est les 17 objectifs de développement durable de l'ONU. C'est 17 objectifs qui ont été établis en 2015 avec un agenda objectif à 2030. Donc on arrive d'ailleurs, on s'approche doucement de la fin de ces objectifs. Mais ça permet de cartographier différents enjeux comme par exemple le bien-être, la réduction des inégalités, la consommation durable et la production durable. Et essaye toi de te poser la question de quelle cause t'anime en particulier. Il n'y a pas de hiérarchisation à faire, il n'y a pas de causes qui sont mieux que d'autres, entre guillemets, mais on est chacun et chacune sensible à différentes causes, à des sujets spécifiques. Et si tu vas dans un sujet qui t'anime toi personnellement, et ben ce sera plus fluide et tu te sentiras plus à l'aise justement dans cette démarche et plus aligné. Donc voilà, une fois que tu as réfléchi un peu à ces trois actions, enfin les 5 boîtes de tes rêves, la typologie de structure qui t'intéresse et les causes qui t'animent, tu peux en choisir 3 par exemple. Et bien là, on va te proposer d'investiguer un peu LinkedIn, d'investiguer les sites comme le site de la CRES, les chambres régionales de l'ESS, d'investiguer des sites comme l'Avis pour trouver des listings d'entreprises. Et c'est vrai que sur LinkedIn, il y a quand même aussi pas mal de structures. Donc, pars un peu en investigation, essaye de regarder un peu tout ça. Attention, en revanche, à ne pas trop digresser et à ne pas te perdre dans les méandres de la navigation Internet, mais à commencer à établir quelques listes de structures avec lesquelles tu pourrais travailler et tu te sentirais bien. Une fois que tu as un peu défini une liste de structures, on va t'inviter à aller faire une phase de test and learn, d'exploration de besoins. Ça nous paraît extrêmement fondamental. Il faut passer du temps à réfléchir sur soi, mais il faut rapidement aller faire la navette offre-demande et aller confronter tes hypothèses avec tes futurs clients et les personnes avec lesquelles tu aimerais travailler. Donc ça vraiment, on t'invite assez rapidement, ça peut faire sortir un peu de sa zone de confort, mais d'aller au contact de tes clients. Une des façons de le faire, même si tu n'as pas une offre qui est extrêmement définie, justement l'idée c'est de la co-construire, qu'on vous invite à faire et qui est peu souvent faite et qui nous semble être extrêmement intéressante, c'est de réaliser des interviews. Contacte des structures avec lesquelles tu aimerais travailler, des personnes dans ces structures-là, et demande-leur s'ils n'ont pas 20-30 minutes juste pour répondre à tes questions. C'est pas un objectif commercial. L'objectif de ces entretiens, de ces interviews, c'est d'aller comprendre les besoins. Est-ce que la typologie d'entreprise avec lesquelles tu aimerais travailler ont des budgets pour te prendre? Est-ce que ton métier peut correspondre à leurs besoins? Quels sont les enjeux de ces entreprises? Et au-delà d'essayer de comprendre si ton métier peut être intéressant pour eux, essaye de comprendre l'enjeu global de la structure. Et pour voir si justement ton métier peut permettre d'avancer, d'aider à avancer la structure et d'avoir un impact positif. En gros, en tant que freelance, on aide une structure à aller d'un point A à un point B. Finalement, la méthodologie, le moyen que toi tu vas employer en mettant en profit tes compétences, c'est pas forcément ça le plus important. Le plus important, c'est que tu aides la structure à atteindre son objectif. Son objectif peut-être d'impact justement social ou environnemental, son objectif de plus grande visibilité auprès des bénéficiaires. Mais c'est vraiment important de comprendre la finalité et de te dire, ok, là si je t'aide, je vais t'aider non seulement sur ton projet et ton besoin spécifique, mais je vais t'aider aussi sur ta structure et sur les objectifs et la stratégie de ta structure. Donc ça, on te demande on t'invite à aller faire 5 entretiens. Ça va te permettre aussi de comprendre un peu le langage. Toi, tu te définis peut-être avec ton langage et tes mots à toi, mais peut-être que c'est pas le langage de tes interlocuteurs. Donc c'est aussi intéressant de comprendre leur langage. Et puis c'est le début de ton réseau. C'est aussi des gens avec qui tu vas échanger, partager. Ce sera des échanges intéressants. Et c'est le début de ton réseau. Donc vraiment, faire cette navette offre-demande pour co-construire ton offre. Il faut pas rester trop longtemps dans son coin, mais assez rapidement aller à la rencontre de tes futurs clients. Et voilà, avec cette vidéo, on espère que tu repars avec des idées et des actions concrètes pour faire les premiers pas en tant que freelance for good. Et si tu es convaincu et que tu as envie de te lancer en freelance, tu peux aussi également participer à nos webinaires. On en fait un par mois avec soit des témoignages, soit des passages à l'action. Donc n'hésite pas à regarder sur notre site. Tu peux aussi prendre rendez-vous avec moi. C'est avec grand plaisir que je passerai 20 ou 30 minutes à échanger avec toi sur tes problématiques, tes questionnements, peut-être tes peurs, ton sentiment d'illégitimité, ta peur de l'isolement. On est là pour vous aider, vous accompagner. Et puis après, plus concrètement, on fait un programme d'accompagnement justement pour vous aider dans ce cheminement et dans toute cette démarche pour développer votre activité en tant que freelance for good. Donc c'est un programme qui dure 6 semaines. Le départ se fait 4 fois par an.
Et l'idée, c'est de vous accompagner et le faire aussi en collectif parce que les freelances, c'est aussi votre premier réseau. Et donc, c'est de vous embarquer tous ensemble pour que votre activité de Freelance for Good se passe bien. Et on a aussi une communauté de freelance engagés. Donc, c'est plutôt des gens qui sont déjà freelance et installés dans leur statut de Freelance for Good. Et dans cette communauté, on partage, on s'entraide, on sort du sentiment de l'isolement et on se partage aussi des missions. C'est l'idée de se regrouper entre freelances qui ont les mêmes valeurs. Et écoutez, moi, je retourne me la couler douce sur la plage. Salut!